Tout le monde n'a pas les moyens de s'engager au quotidien, c'est normal, et il faut démoraliser la question écologique. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on articule la réalité et la loi sur l'écologie. L'idée qui était dominante depuis le XVIe siècle, c'est l'idée selon laquelle la déforestation allait causer des changements climatiques à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle des pays et même du globe tout entier. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. 86% des Français se disent préoccupés par le changement climatique. Et pourtant, la cause écologique patine malgré la vigueur et créativité des activistes sur le terrain, la parole de leaders d'opinion et la mobilisation à l'échelle mondiale d'une jeunesse vigilante. Comme si l'agenda pour la planète butait sur l'agenda budgétaire, économique, électoral, reléguant la crise écologique au bas des programmes politiques. Comment parvenir à briser le plafond vert ? Surtout, comment s'y prendre en tant que militante et militant, en tant qu'activiste, en tant que chercheuse, chercheur, en tant que think tank, pour convertir l'indignation morale et les déclarations de bonne intention générale en élan démocratique, profond et durable. Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé le think tank La Fabrique écologique, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et vous avez créé en 2017 le prix du roman d'écologie. On y reviendra. Fabien Locher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'environnement, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous avez travaillé notamment sur l'histoire longue du changement climatique, sur les liens entre l'écologie et la propriété. Vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Posséder la nature », et on va revenir particulièrement sur un ouvrage qui s'appelle « Les révoltes du ciel », qui est au Point Seuil et qui a été coécrit avec Jean-Baptiste Fressot. Léa Falco, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé le collectif Construire l'écologie. Vous travaillez à la formation des agents publics aux enjeux écologiques et vous préparez un doctorat sur ce même thème. En seconde partie, on glissera de la conscience morale et politique à la conscience sensible avec Pauline Lidla, chorégraphe, directrice artistique et cofondatrice du collectif Minute 12. Léa, on va commencer par vous ou par toi. À force de concerner tout le monde, l'écologie ne concerne personne. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un triangle de l'inaction où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence pour voir qui va débuter l'action, qui va se sentir responsable pour tous les autres. Oui, parce que en fait, c'est une question qui, je trouve, revient souvent dans nos débats militants ou par ailleurs dans les débats publics, c'est-à-dire qui fait le premier pas, qui commence. Sans être simpliste, il y a un moment où il faut effectivement pouvoir briser ou en tout cas désigner le premier acteur de ce fameux triangle de l'inaction qui va devoir faire le premier pas. Et pour ça, je pense qu'il faut trouver le niveau explicatif pertinent, qui n'est pas toujours l'individu. Donc ce triangle de l'inaction, c'est de se dire que d'un côté, on a l'individu, d'un autre, on a, disons, le pouvoir économique au sens très large, et de l'autre, les élus, les pouvoirs partisans, les pouvoirs publics. Tout ceci, évidemment, se mélange. On est dans une vision relativement simpliste, mais volontairement simpliste. Et il faut pouvoir se dire que chacun des bouts du triangle se rejette mutuellement la faute. Donc que les individus vont dire qu'ils n'ont pas d'incitation à agir, que vous et moi, on est simplement des petits atomes éclatés dans la société. De l'autre côté, vous avez des agents économiques qui vont dire que tant que les consommateurs ne veulent pas spécialement de produits écolos et que à côté, vous avez des pouvoirs publics qui ne les contraignent pas, ils ne peuvent pas faire le premier pas. Et de l'autre côté, des pouvoirs publics, des élus qui vous disent qu'ils ne sont pas élus sur un programme électoral écologiste, ce qui est vrai, et que à côté, ils n'ont pas envie de brider l'économie. Et donc, forcément, quand on regarde la situation comme ça, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de moyen d'avancer. Donc, il faut pouvoir regarder un peu quelles sont les marges de manœuvre de chaque acteur. Et donc, vous, moi, en tant qu'individu, on est en fait coincé par ce que moi j'appelle des macrostructures, c'est-à-dire simplement la manière dont le monde est organisé et qui fait qu'aujourd'hui, être écolo, c'est une abnégation, c'est une volonté permanente de faire plus que ce qui est demandé en général aux citoyens, c'est-à-dire de s'engager. Et donc tout le monde n'a pas les moyens de s'engager au quotidien, c'est normal, et il faut démoraliser la question écologique. Donc se dire que le niveau explicatif pertinent pour la transformation écologique ne peut pas être l'individu. Certains individus, comme sociologiquement probablement ceux autour de cette table, peuvent faire plus que la moyenne, mais tout le monde, par définition, ne peut pas faire plus que la moyenne. Donc il faut qu'il y ait un changement plus général. Après, quand on regarde du côté des entreprises, en fait, de manière très très différente des individus, elles sont aussi coincées dans des formes de macrostructures. C'est-à-dire, globalement, aujourd'hui, pour être une entreprise, il faut être compétitif. Donc, il faut faire, pour simplifier, il faut faire du profit le plus possible, le plus rapidement possible, et en limitant
un certain nombre d'intrants. Et donc, forcément, on arrive à une situation dans laquelle, à moins que vous vous adressiez à un pan très spécifique de la population, qu'on peut nommer des consommateurs, qui sont des gens qui sociologiquement, précisément, ont les moyens de mettre notamment plus d'argent sur la table pour des produits plus écologiques, plus socialement responsables, eh ben, vous êtes coincé dans une forme de course au profit, parce que ce ne sont pas les entreprises qui, techniquement, fixent les règles du jeu. Évidemment, vous avez beaucoup de grosses entreprises, notamment, qui ont un travail délibéré ensuite de construction ou de déconstruction d'un certain nombre de textes législatifs français ou européens, que sais-je. Mais primairement, les règles du jeu ne sont pas fixées techniquement par le monde économique. Et donc, on arrive à la troisième portion du triangle, qui sont les pouvoirs publics, qui évidemment ne sont pas indépendants de leur côté, qui ne sont pas une île sur un océan qui ne produirait un côté, mais qui sont celles qui vont pouvoir former les règles du jeu, à la fois pour nous, individus, et pour le monde économique. Et donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt stratégique à réfléchir à ce triangle, non pas de manière simpliste en disant un des acteurs doit agir et les autres suivront, mais comment est-ce qu'ils peuvent interagir les uns avec les autres pour pousser l'acteur dominant en termes de mise en place des règles du jeu à agir sur les dites règles du jeu et à les modifier dans le sens de plus de transformation écologique. Et donc c'est ça, quand je parle de niveau explicatif pertinent, que j'entends. Comment est-ce qu'on casse ce triangle-là en regardant la manière dont ces acteurs-là vont faire cascade les uns sur les autres. C'est intéressant, Lucille, parce qu'on voit l'acteur dominant, c'est l'État dans la représentation. On le voit aussi dans les combats et dans le souci ou la préoccupation citoyenne. Quand on voit l'affaire du siècle, on a 2,5 millions de signatures en un mois pour incriminer l'inaction de l'État en matière climatique. C'est une cible facile. Oui, c'est vrai, et je vais rebondir sur ce que disait Léa. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire du siècle, cette pétition qui a été signée par 2,5 millions de personnes, elle arrive en même temps que la pétition qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que à l'automne 2018, il y a eu 2 grandes pétitions, en fait, avec un sens politique très fort. Et d'ailleurs, la tentation des politiques, de ceux qui sont élus, des gouvernements, c'était d'opposer, au fond, la question sociale et la question écologique. Regardez, on ne peut rien faire parce qu'il y a les Gilets jaunes. Et puis, on voit bien, par rapport à ce qui s'est passé, une sorte de... je ne sais pas si je veux dire conjonction des luttes, c'est peut-être un petit peu militant, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé en termes de rapprochement entre les 2 univers, entre ce monde écologiste et ce monde d'une partie des Gilets jaunes qui manifestait sur les inégalités sociales et surtout, j'allais dire, l'autisme politique consistant à mettre en place une augmentation de la taxe carbone sans avoir pensé les choses de manière territoriale, sans avoir pensé les choses par le bas. Vous savez, grassroots, on pourrait employer ça. C'est-à-dire que notre manière de faire des politiques publiques, de les faire tomber d'en haut, ça ne fonctionne pas sur la question écologique. Par rapport à ce que disait Léa, je pense qu'il y a un triangle, mais ensuite, il y a un sujet sur comment aussi est-ce qu'on montre que les institutions sont justes et comment est-ce que les institutions se saisissent de l'écologie. Au fond, effectivement, lorsque cette pétition est signée par 2,5 millions de personnes, c'est aussi parce qu'on dit, mais on va poursuivre la pétition au-delà de l'interpellation en portant un recours contentieux contre la manière dont l'État met en place des politiques publiques qui sont en fait des politiques publiques qui ne sont pas écologiques et d'une certaine manière, comment est-ce que l'État entre en contradiction avec lui-même. Puisque, je rappellerai qu'en 2015, taratata, grâce à la France, un accord universel sur le climat a été signé à Paris, le Bourget, en fait essentiellement en Seine-Saint-Denis. Et donc, à partir de ce taratata, qu'est-ce qu'on fait ? On continue les taratata contradictoires. Et donc, le problème qu'il y a sur les questions en fait écologiques et l'articulation entre démocratie et écologie sur laquelle porte ce podcast, c'est le fait que les citoyens qui sont aujourd'hui en grande méfiance par rapport aux institutions et à ceux qui les gouvernent, constatent que sur l'écologie, la contradiction est totale, puisqu'on nous dit que l'écologie est nécessaire pour qu'il y ait au fond un mieux-être et pour préserver la planète. Ils constatent que ça peut être du mal-être pour les classes populaires, et ils constatent que par ailleurs, il y a une contradiction entre les mots et les actes, puisque par rapport à ce que disait Léa, sur le pouvoir de régulation des acteurs publics, on nous dit qu'on fait et on ne fait pas. Ou en tout cas, on fait mal. Je voudrais insister sur un point important, c'est que faire la loi sur les questions écologiques ne peut plus être faire la loi comme on le faisait auparavant. C'est-à-dire que, vous savez, le problème de faire la loi, c'est que, encore une fois, ça tombe du ciel, où on en discute au Parlement, et les études d'impact qui permettent au fond de dire voilà ce que la loi va avoir comme conséquence et comme transformation, c'est aussi ça la transition écologique, elles sont de plus en plus, je dirais, elles existent peu en fait. Et donc le sujet, c'est comment est-ce que, au fond, on articule la réalité et la loi sur l'écologie.
C'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui qu'il y a une sorte de dissonance cognitive politique. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est très grave, qu'il faut agir dans l'urgence, qu'en 2100, on va tous griller sur place ou mourir inondés. Et par ailleurs, on continue comme avant. Donc comment est-ce que ça se transforme ? Ça, c'est un point essentiel. C'est une autre manière de faire les politiques publiques, comme le disait Léa. Mais c'est aussi une autre manière d'articuler les politiques publiques avec l'évolution des comportements. Et ça, on ne sait plus vraiment comment faire, parce qu'il y a un tel décalage entre les citoyens, ceux qui vivent la réalité, et ceux qui sont dans un monde politique du huis clos, qu'au fond, l'enjeu écologique illustre ce décalage avec une force particulière qui est une force vitale. Alors, il y a une autre contradiction ou un autre paradoxe qu'on peut voir, mais sur un temps long. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans une situation d'urgence climatique, et en même temps, on a une société industrielle qui a organisé une forme d'apathie. Est-ce que la structure du non-savoir autour de cette connaissance de la question écologique, de la question du climat, est-ce que cette prise de conscience, elle est ancrée aujourd'hui, ou est-ce que c'est historiquement sur un temps plus long qu'il faut la penser, Fabien ? Alors effectivement, la question de la conscience que les sociétés ont pu avoir de leur agir climatique, elle est complexe, mais ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que sur le temps très long, les sociétés occidentales ont été très marquées par l'idée d'un agir possible sur le climat. Et ce, depuis l'époque moderne. C'est assez frappant de le constater dans les archives, dans les sources imprimées. L'idée qui était dominante depuis le XVIe siècle, c'est l'idée selon laquelle la déforestation allait causer des changements climatiques à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle des pays et même du globe tout entier. Et ça, c'est une idée qui est discutée dans les assemblées, dans les assemblées révolutionnaires, ensuite dans toute la première moitié du XIXe siècle en France, en lien avec la politique forestière. Cette idée, elle s'évanouit, on peut dire, à la fin du XIXe, avec l'essor des énergies fossiles qui nous désensibilisent paradoxalement à cette idée d'un agir climatique, à ces inquiétudes vis-à-vis d'un agir climatique possible. Donc il y a quelque chose d'un peu sinistre et paradoxal, mais ce sont les outils comme le train ou le bateau à vapeur qui vont nous désensibiliser par rapport à cette question. Pourquoi ? Parce qu'essentiellement, ces outils basés sur le charbon à l'origine, ils permettent de répondre à un grand problème qui était les pénuries alimentaires causées par les événements météorologiques extrêmes, qui alertaient continuellement sur la possibilité d'une dégradation du climat. Et donc, en fait, on a une fabrication de l'apathie par les fossiles. Donc, en même temps, les fossiles nous font entrer dans l'ère de la production du CO2 et en même temps, ils créent de l'apathie. Ils créent une indifférence relative vis-à-vis des phénomènes climatiques. C'est ce qu'on a montré avec Jean-Baptiste Fressos dans notre livre « Les révoltes du ciel ». La situation contemporaine, ce n'est pas une situation dans laquelle on vient de découvrir les problèmes écologiques. Globalement, ce que l'histoire environnementale montre, c'est que toute l'histoire de l'industrialisation, par exemple, ou l'histoire de la gestion forestière, ou l'histoire de la pêche, est marquée par des alertes, des inquiétudes, des anxiétés. Et c'est un grand problème aujourd'hui, je pense. On est dans l'idée des lumières vertes, c'est-à-dire on n'a jamais rien su et maintenant on prend conscience. C'est complètement faux. En réalité, la conscience environnementale a une très longue histoire, mais à chaque moment, on a des processus politiques, socio-économiques qui ont fait que on est allé, malgré tout, dans les trajectoires qu'on connaît, malgré ces inquiétudes, malgré ces protestations, malgré ces débats. Et donc la question, c'est pas de s'éveiller à l'environnement, parce que ça, on est éveillé à l'environnement depuis au moins l'époque moderne. La question, c'est de se poser la question de savoir quels sont les mécanismes, quels sont les acteurs qui arrivent à prendre suffisamment le pouvoir dans une société pour passer outre des dégradations environnementales. Oui, je trouve que ce que dit Fabien est fondamental sur la question des savoirs. C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer qu'il y a des sachants et puis il y a des ignorants sur les questions écologiques. C'est-à-dire qu'à l'évidence, la transformation écologique ou la révolution, en tout cas, ce qui nous arrive, qui va nous arriver et ce à quoi nous devons nous préparer et ce pourquoi nous devons nous transformer concerne tout le monde. Ça, c'est un premier point. Et donc, la question des savoirs, elle a toujours été effectivement là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate plutôt qu'aujourd'hui, on a organisé une forme d'ignorance par rapport à la question écologique pour des raisons
qui relèvent d'intérêts économiques et aussi d'intérêts de pouvoir. Je pense que Fabien a tout à fait raison de parler de ça. On s'est habitué à l'idée qu'on déléguait beaucoup notre pouvoir et que la vie démocratique était une vie élective, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Lucile, la passerelle entre aujourd'hui la question de l'expertise, la question de cette traduction de l'expertise dans le débat public et le débat démocratique, elle est cruciale, et on peut prendre un cas d'école qui est la Convention pour le climat citoyenne, qui est à la fois révolutionnaire dans la structure mise en place par les consultations, l'ampleur des consultations de paroles expertes, et en même temps l'absence de réflexion profonde sur l'articulation entre ce que produit la Convention, le Parlement, les institutions, l'État. Ce qui m'a beaucoup frappé lorsqu'elle a été mise en place, c'est que c'était une forme... d'abord, elle a été mise en place parce que Emmanuel Macron l'avait décidé, donc il y avait un pouvoir présidentiel, mais ça tient aussi à nos institutions et à nos habitudes de regarder le pouvoir. Si Emmanuel Macron décide, c'est bien, c'est mal, mais on surcommente Emmanuel Macron, je trouve, dans la vie politique française. Et donc, il le décide, et il y a cette manière effectivement assez révolutionnaire de tirer au sort des citoyens, de leur demander s'ils sont d'accord pour venir, et ils acceptent. Et ils acceptent. Moi, j'ai discuté avec Mélanie Cognier, qui a créé l'association des 150 après la Convention citoyenne pour le climat. Elle m'a dit, moi, si on m'avait demandé de venir pour donner mon avis sur un autre sujet, j'aurais dit oui aussi. Donc, ce n'était pas spécialement sur la question écologique. Ils acceptent pour des raisons démocratiques. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que dans l'organisation même de la Convention, c'est une sorte de bulle, et que, il y a des experts, il y a l'acquisition de savoir. Moi, je trouve qu'on aurait pu se poser la question de est-ce qu'ils ne savaient pas déjà beaucoup de choses, et que je pense que cette façon dont ça descendait des experts vers les citoyens, moi, je le critique. Mais surtout, on a laissé de côté la question de l'articulation, l'interaction entre les citoyens et les institutions. Et donc, on a laissé de côté, c'est un monde parallèle, la fabrique de la loi. Parce que s'il fallait qu'après cette convention, il y ait une loi, il me semblait assez évident qu'il était nécessaire qu'il y ait une association des parlementaires beaucoup plus forte. Sinon, il y avait le risque que la mécanique habituelle reprenne ses droits par rapport à la bulle de la Convention citoyenne. Et puis la deuxième chose qui, moi, me frappe aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'articulation avec les questions économiques et sociales, bien qu'on ait dit qu'il fallait que ce soit fait dans un esprit de justice sociale. C'était une sorte de slogan. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas aux citoyens, par exemple, les moyens d'imaginer combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait, quels sont les choix qu'on peut faire en termes d'impôts. Tout ça relève de la question démocratique. Et donc, il y avait une manière de considérer, au fond, non seulement la bulle de la Convention citoyenne, mais aussi la bulle écologique, comme si on ne devait pas articuler les questions écologiques avec la manière dont on fait la loi, la manière dont on dépense l'argent, la manière dont on voit le long terme. Et donc, la déception était inscrite dans le mécanisme même. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas toujours tout critiquer. C'est nécessaire de tâtonner quand on veut changer les choses. Donc c'est très bien d'avoir fait une convention citoyenne, mais une convention citoyenne qui débouche sur quelque chose qui transforme vraiment les choses, ce n'est pas compatible avec le pouvoir d'un seul homme et le fait que nos institutions, ensuite, fonctionnent comme d'habitude. Une convention citoyenne, pour que ça débouche sur des transformations, ça implique quelque chose qui, tout au long de ce qui va se passer après, dérange les choses. Et donc, ça implique de la détermination, de la continuité. Et c'est bien le problème du monde politique aujourd'hui, parce qu'il est toujours au bord de la crise de nerfs et tout le temps dans la cyclothymie. Peut-être on a perdu ce sens de cette connexion entre gouvernementalité, question de gouvernement, question économique et matérielle. Fabien, je me tourne vers vous pour cette question. Oui, alors c'est ce que ma collègue Annie Dahan avait appelé le schisme de réalité. C'est le fait, par exemple, de faire des COP, de traiter séparément des questions de commerce international ou de fiscalité et des questions climatiques. Ce qui est, en un certain sens, vu d'un peu plus haut, assez absurde, puisque la régulation des moyens de production, la régulation des échanges a tout à fait à voir avec la question climatique. Et donc, c'est cette idée qu'on pourrait créer une sphère de l'écologie qui n'aurait pas, finalement, de résonance dans les autres sphères du gouvernement, par exemple, du gouvernement de l'économie. Ouais. Ça, c'est une vraie question. Et puis, moi, il y a aussi une chose qui me frappe, et ça, je pense que c'est un des moyens peut-être de dépasser ces contradictions dont on a parlé jusqu'à présent, c'est le fait que l'écologie, donc la transition écologique, quelle qu'elle soit, est toujours perçue finalement en termes de coût. Alors que dans l'histoire, on voit bien que ça peut être un moyen de puissance. Moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Les formes de transition, les mesures environnementales peuvent être, y compris au niveau des États,
des moyens d'affirmer une puissance. Alors, on est d'accord avec ça ou pas. Si on est internationaliste, on peut considérer que c'est néfaste. Mais si on se place dans le cadre d'une politique nationale, on voit très bien, par exemple, que les États-Unis, dans les années 60-70, se servent de la diplomatie environnementale comme un moyen, en fait, d'affirmer leur légitimité à l'échelle mondiale. Après, notamment, c'est surtout vrai après la guerre du Vietnam, où il y a un discrédit moral des États-Unis, et ils utilisent en fait l'environnement comme une petite puissance. On pourrait parler aujourd'hui du fait que si on se passe des énergies fossiles, on va être plus autonome énergétiquement. Ça peut représenter aussi un avantage stratégique. Et que donc, voilà, ça c'est un exemple de lien entre matérialité et écologie. C'est la question de la puissance, y compris, je parle de puissance stratégique. La voie de l'écologie, c'est pas forcément la voie du plus faible, du plus pauvre, du plus triste. Oui, alors, en parlant d'affect triste, ou en tout cas d'un engagement qui est spécialisé aussi, c'est vrai que la spécialisation, elle touche pas simplement les acteurs gouvernementaux ou les experts ou le législateur. Il y a aussi un procès qui est fait aux militants, un procès en militance, j'ai envie de dire aux militants, c'est-à-dire ce sont des professionnels de l'engagement mal perçus par l'opinion publique, comme s'il y avait un conflit de conscience entre d'un côté la parole militante et l'opinion publique. Je veux dire par là, comment aujourd'hui, quand on est militant, on s'inscrit pour légitimer son action dans le débat public? Je sais pas, parce qu'être militant, ça veut tout et rien dire. Vous avez 1000 façons d'être militant, notamment sur des questions qui sont transversales comme celle de l'écologie. Il y a des vraies questions qui se posent. Enfin, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, il y a deux quand même conceptions de comment est-ce qu'on traite les sujets environnementaux. Est-ce qu'on les traite en bulle, d'un côté, parce que ça les visibilise, ou parce qu'au contraire, ça veut dire qu'on peut les enfermer et dire à un moment, on a résolu la question environnementale. Et d'un autre côté, est-ce qu'on traite les sujets environnementaux comme étant transverses, typiquement à la manière aujourd'hui dont on le fait pour l'économie, et donc infusant dans tous les autres types de sujets, et devant être traités comme tels, comme une partie intégrante de chacun des domaines d'intervention, notamment de l'action publique. Et ça, c'est un débat qui est aussi présent chez les militants. Parmi les militants, il y a plein de gens qui veulent des choses différentes pour l'avenir. Pour autant, il y a une notion commune de détournement de la situation actuelle, de se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un état du monde qui nous permet d'arriver à un monde en transformation écologique qui nous paraît acceptable. Et donc, moi, je vois un peu 4 catégories de militance qui ne sont pas forcément en opposition. La première, c'est le rapport de force. Voilà, c'est celui dont on parle aujourd'hui médiatiquement le plus, parce que c'est souvent le plus visible. Et donc là, c'est les soulèvements de la terre, ces dernières rénovations. C'est une technique évidemment traditionnelle, notamment à gauche, pour peser socialement sur les débats publics. Le rapport de force, c'est de se dire on impose un sujet, ou en tout cas on tente d'imposer un sujet dans le débat public, de le faire, ce qu'on appelle de le faire entrer en politique. Un deuxième point qui va être la création de l'alternative. Comment est-ce qu'on ferait dans un monde socialement, écologiquement transformé? À quoi ça ressemblerait? Et donc ça peut être relativement théorique, des chercheurs, des gens qui font de la prospective. Ça peut être aussi très concret, des gens qui, sur le terrain, vont faire des coopératives économiques, agricoles, qui vont tester des choses, qui vont rater, qui vont essayer, et qui vont faire des espèces de petits démonstrateurs, toujours très localisés, parce que c'est comme ça que ça marche aussi, de créer des choses sur le terrain, mais qui vont montrer que c'est possible, et que parfois c'est possible sous conditions qui ne sont pas atteintes aujourd'hui, et donc vers lesquelles on a besoin de tendre. Voilà, création de l'alternative. Puis après, des gens qui vont être à d'autres endroits, institutionnels notamment, qui vont faire ce que j'appelle du saisissement de l'interstice. C'est-à-dire, où est-ce que j'ai un petit endroit dans lequel je peux glisser quelque chose qui existe déjà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là, on a parlé des pouvoirs publics comme l'État. Mais les pouvoirs publics, c'est aussi les collectivités territoriales. Et là, il y a un champ d'action qui, je pense, est en fait partiellement plus large, parce qu'on s'approche vraiment de l'endroit où les choses se passent. Les choses décidées en haut, à un moment, elles atterrissent sur le terrain. Et donc, les acteurs de terrain qui travaillent dans les collectivités locales, territoriales, avec toutes les difficultés auxquelles ils ont à faire face au quotidien, notamment budgétaires, organisationnelles, ce que vous voulez, ils ont quand même une vraie marge de manœuvre. Et donc, quelqu'un qui travaille en collectivité territoriale va pouvoir s'inspirer de ce que quelqu'un d'autre a fait dans une autre collectivité, saisir l'interstice qu'il a dans son quotidien professionnel et essayer, là, d'ajouter un petit peu d'écologisation de son métier. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et on peut considérer ou pas que c'est militant. En attendant, ça va vers... C'est une action volontariste qui va vers le sens de la transformation écologique. Puis un dernier point,
qui, à mon avis, est assez essentiel dès lors qu'on parle de démocratie et de transition écologique, c'est le retournement du stigmate. Aujourd'hui, on a beaucoup de catégories de population dont on considère par défaut ou par construction qu'elles sont opposées à la transformation écologique. Là, on a cité un peu l'exemple des agriculteurs, il y en a d'autres. En fait, c'est des catégories d'acteurs qui, fondamentalement, auraient intérêt à cette transformation écologique. Mais elle est présentée de telle manière à ce que ça aille à l'encontre de leurs intérêts, soit propres, soit corporatistes. Et donc, il y a un travail à faire de retournement du stigmate sur ces catégories de population, que par ailleurs des acteurs tentent, historiquement et plus récemment. Je pense à Banlieue Climat, Ferris Barkat, qui montre qu'il faut compter avec les jeunes de banlieue, que c'est pas, qu'ils ne sont pas désintéressés de ces sujets-là, mais qu'au contraire, ils en sont au cœur. Évidemment, il y a tous les syndicats, les quelques syndicats agricoles qui s'intéressent aux questions environnementales, notamment la Confédération paysanne, qui essaie de retourner un peu ce stigmate-là côté agriculteur. Vous avez des gens dans le monde économique, comme la Convention des entreprises pour le climat, qui essaient de montrer qu'une autre économie potentielle est possible, mais sous conditions, encore une fois, qu'ils ne peuvent pas la réaliser aujourd'hui dans les conditions économiques actuelles. Et donc, tous ces acteurs-là n'ont pas de stratégie commune, n'ont pas de stratégie liée. Mais ce sont des acteurs disséminés à des endroits différents de l'échiquier qui vont avancer avec leurs tactiques propres et qui vont, je pense, se renforcer les uns les autres, y compris en n'ayant pas d'objectifs communs. Donc il y a des questions d'alliance et de coalition temporaire entre ces acteurs qui sont importantes à regarder plutôt que de simplement les opposer ou de considérer qu'ils font leur jeu dans leur coin. Je trouve qu'il y a une question qu'il faut dissocier aussi, c'est la question écologique pour laquelle il y a une prise de conscience ou du moins une sensibilité, et la question de la transition écologique, où on vient buter justement sur le concept de changement, de transformation qui est perçu comme une violence, alors que là, ce que vous êtes en train de dire les uns et les autres, et Fabien et Léa dans la dernière intervention, c'est qu'on peut transformer le coût en puissance, on peut transformer un coût social et l'intérêt corporatiste en une projection plus lointaine et peut-être en un faire société différent. Oui, en fait, ce qu'on voit à travers ce que nous disons, c'est qu'il faut penser, il est nécessaire de penser ces enjeux écologiques dans l'ensemble de nos manières de penser et d'agir. Et c'est là la difficulté, c'est-à-dire que c'est une autre représentation du monde. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Léa en introduction. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, comme le disait Fabien, c'est de la projection de puissance. Je veux dire, la Chine l'a compris. La Chine a inscrit la civilisation écologique dans sa constitution en 2018 et Xi Jinping en fait un enjeu de puissance explicitement. Ça ne signifie pas qu'on cesse d'utiliser le charbon et de construire des centrales à charbon en Chine, mais ça signifie que dans la projection de puissance, dans le discours, les enjeux écologiques sont envisagés comme un enjeu de puissance économique, par exemple sur l'attractivité et la compétitivité, mais aussi comme une puissance géopolitique. C'était un point de Joe Biden également, avec l'Inflation Reduction Act. Avec Donald Trump, on entre dans une ère différente. Mais du coup, justement, dans l'affrontement Chine-États-Unis, il est évident que la question de la projection écologique jouera un rôle. Et puis, il y a cette question des collectivités locales, de partir du terrain. Et donc, une des difficultés auxquelles nous faisons face, c'est qu'il faut penser l'ensemble des échelles de pouvoir et que, de manière générale, les échelles de pouvoir n'ont pas l'habitude de se penser ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a un président de la République qui nous explique qu'il pense tout seul. On a dans chaque collectivité locale, et notamment, vous voyez les régions, il y a une culture présidentielle où chacun se prend pour un président. Enfin, la France est un pays où la multiplicité des présidents est incroyable. Et en fait, en écologie, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Et donc, ce que nous disons tous, c'est qu'il y a une nouvelle culture du pouvoir à imaginer, qui soit à la fois dans le temps, dans l'espace, dans la capacité à articuler les échelles, et aussi dans la capacité... Bon, il y a un enjeu d'instruments, d'outils, de politique publique, mais il y a aussi un enjeu de langage et de capacité à ce que un langage commun, une culture commune s'élabore, alors même qu'il n'y a pas un grand récit. Ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'il y a une singularité, en fait. L'écologie, c'est une manière de reconnaître les singularités. Selon le territoire où vous êtes, selon qui vous êtes, selon les collectifs que vous construisez. Il peut y avoir des alliances, il faut des alliances, mais il est nécessaire que chacun soit capable aussi de prendre sa place dans ce projet écologique à sa manière. Je pense qu'il n'y a pas d'écologie à la française. Il n'y a pas France-Nation verte, comme l'avait dit Elisabeth Borne. Ça n'existe pas, en fait. C'est une projection de puissance qui est intéressante. Que la France puisse être une puissance verte, mais la nation verte
l'écologie, elle est internationale. Donc il y a quelque chose à repenser aussi sur nos manières de projeter la puissance, sur nos manières de donner une place à chacun. Et ça, c'est une autre culture du pouvoir. C'est une culture du pouvoir évidemment plus collectif. Quand vous nous présentiez, on avait tous cofondé quelque chose. C'est assez rare qu'en général, on cofonde les choses en France. On a fait quelque chose tout seul. Donc il y a quelque chose autour du collectif. Mais il y a aussi le fait que du côté de ceux qui ont l'habitude des contre-pouvoirs, de créer une cabane, pour reprendre le titre du livre d'Abel Quentin qui parle du rapport Meadows. Chacun crée ses cabanes, mais la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces cabanes et comment est-ce qu'on va pouvoir assumer le pouvoir ensemble. Donc ça, c'est une question qui nous est posée à tous. Fabien, si on remonte dans l'histoire et qu'on regarde un peu la tradition du traitement de la question écologique, on peut se dire que peut-être que cette question a toujours été politique au fond et traitée par la question du politique. Je pense pour la forestation, par exemple, à Colbert, la question de la plantation des arbres. Est-ce qu'on n'est pas dans la recherche de cette articulation un peu perdue ? Alors oui, effectivement, les questions, disons, de ressources, d'environnement, d'écologie. Alors on ne parlait pas d'environnement avant les années 60-70. On parlait plutôt des équilibres de la nature, des harmonies même de la nature. Et effectivement, il y avait un lien très étroit. Bon, il y a un lien très étroit, par exemple, entre la question de la politique forestière. J'insiste là-dessus parce que le bois était, avant le charbon, ce qu'un collègue avait appelé à la fois le pétrole et le béton des sociétés. Donc, la principale source d'énergie est aussi un matériau très important pour la construction, y compris de navires de guerre. Et donc, cette question forestière, si je dois rester sur ce sujet, elle a posé des questions très importantes. C'est notamment autour de cette question qu'a émergé dès la fin du XVIIIe siècle la notion de génération future, qui venait remplacer en fait une argumentation de la noblesse qui prétendait être la seule capable de gérer le temps long, parce que elle était dotée de généalogie et que donc elle était capable de gérer des forêts sur le temps très long. Donc la question de la durabilité, elle se posait dès cette époque, et elle posait des problèmes fondamentaux en termes d'organisation sociale. Qui est légitime à gouverner la nature ? C'est la grande question finalement qui se pose depuis l'époque moderne. Est-ce que c'est la noblesse parce qu'elle s'inscrit dans la généalogie et donc dans le temps long ? Est-ce que c'est l'Église parce que c'est une entité suprahumaine qui traverse les siècles ? Est-ce que c'est le tiers-état dont la noblesse disait qu'il était court-termiste ? Est-ce que c'est le paysan de l'an 2 dont les révolutionnaires parisiens disaient qu'il était irrationnel parce qu'il se réappropriait les forêts pour son propre compte. Donc il y a tout un ensemble de personnes. Je pense que c'est la grande question, et puis c'est aussi une grande question dans les empires coloniaux, puisqu'on accuse sans cesse dans les empires coloniaux les autochtones d'être incapables de gérer durablement leurs ressources. C'est le discours qu'on retrouve sur la pauvreté aussi. Le pauvre, c'est toujours celui qui ne saurait pas gérer le temps, si vous regardez bien. Le temps long, penser le temps long, s'inscrire dans le temps long. Alors qu'il y a bien des travaux de sociologie qui ont montré qu'ils géraient le temps rationnellement avec l'ensemble des moyens dont ils disposent. Donc ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, je crois. Il faut toujours se méfier de ces discours, parfois portés d'ailleurs par des écologistes aussi, qui attribuent à certains groupes sociaux des formes d'incapacité, et donc il faudrait développer des formes de pédagogie. Je ne crois pas que ça se joue dans ces termes, en fait. La question, elle est quand même, je reviens toujours là-dessus, c'est un peu le leitmotiv des historiens sur les conditions matérielles, les contraintes matérielles qui font que, il faut la production des espaces urbains et périurbains, la production des imaginaires fait que certains groupes sociaux sont obligés de prendre leur voiture diesel pour aller travailler. Et ça, c'est pas lié à leur comportement individuel, bien sûr. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le dire. Et ça me permet d'insister aussi sur un autre aspect, c'est que cette production des imaginaires, encore une fois. Moi, je suis persuadé que dans 30 ans, on regardera certains de nos comportements d'aujourd'hui comme on regarde maintenant nos comportements alimentaires des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, on mangeait dans les 30 Glorieuses des choses qui nous paraissent aujourd'hui incroyablement chimiques, industrielles, un peu délirantes. Et ça nous paraît parfois étrange. Je pense que dans 30 ans, on regardera certaines pratiques. Je pense une pratique qui, moi, me paraît complètement décalée. C'est la station de ski en tant qu'infrastructure de tourisme, qui est quelque chose qui me paraît exorbitant, qui
Je pense que, j'espère en tout cas, que dans 20 ou 30 ans, on regardera ça comme on regarde aujourd'hui les plateaux repas surgelés à regarder devant la télé qu'on vendait dans les grandes surfaces françaises des années 60-70 et qui nous paraissent aujourd'hui une malbouffe absolue, même s'il y a d'autres formes de malbouffe. Mais voilà, et tout ça a été fabriqué par une production des imaginaires. J'ai eu l'occasion de parler devant les étudiants de l'école Estienne, qui est une école de communication et de design. Et ils étaient mobilisés autour de cette question-là. C'est-à-dire il faut rendre... On a des forces économiques particulières, ont rendu des modes de vie particuliers désirables, à grand renfort de publicité, d'images, de discours, de films, d'émissions radio. Il y a un travail à faire sur subvertir ces choses rendues désirables par des agents économiques actifs. Lucile, il y a en deçà des imaginaires, il y a cette question presque de ce grand traducteur universel qui est l'argent. On va dire, non, mais avant de parler des imaginaires, il y a les 68 milliards d'euros qu'il faudrait dépenser par an pour la France jusqu'en 2050 pour atteindre la neutralité carbone, qui paralyse d'une certaine façon la production de grands récits et qui voile la question qui est comment on veut construire une société désirable. Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on disait précédemment sur la question de l'argent, l'idée que l'écologie, ça coûte cher, etc. Est-ce que l'argent est un problème ? Oui, c'est un problème sur l'écologie parce que il y en a jamais assez ou il y en a trop peu. Enfin, bon, en tout cas, le fait qu'en permanence la question financière soit posée sur l'écologie, ça illustre la façon dont notre projet de société et l'articulation entre écologie et démocratie et pouvoir reste à faire. Parce que effectivement, quand Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz font ce rapport qui donne des chiffres, Jean Pisani-Ferry nous dit aussi que, par exemple, le pacte vert européen, qui est au fond la manière de penser la transformation écologique à l'échelle de l'Union européenne, souffre d'une chose, c'est qu'il n'a jamais été chiffré. Et lorsque quelque chose est sérieux, alors on peut le regretter, mais il y a toujours un langage financier et économique qui l'accompagne. Ça permet, d'une certaine manière, de déclencher la faisabilité. Et donc, ce qui est intéressant sur les questions écologiques, c'est pas... D'une certaine façon, on peut trouver de l'argent. Mais c'est plutôt que dans l'aspect dont on décide habituellement que quelque chose se passe, on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous le disiez, je crois, en introduction, en disant, au fond, on parle d'écologie jusqu'à un certain point, et puis lorsqu'il s'agit d'agir, rien ne se passe. Et donc, la question de financement, elle est un point qui révèle le fait que le discours et les actes ne s'articulent pas encore. Ça, c'est un point essentiel. Et la deuxième chose, c'est que, y compris lorsqu'on dit qu'on met en place de l'argent, comme sur, par exemple, le fait de rénover la rénovation thermique des bâtiments avec toute la discussion sur MaPrimeRénov', ce qui fait un peu une discussion, on se dit, qu'est-ce que c'est que MaPrimeRénov'? C'est tout simplement avoir la capacité, en fonction de votre niveau de revenu, de pouvoir mener une rénovation de votre logement. Donc, par rapport à ce que disait Fabien, les conditions matérielles d'existence, au fond, c'est la façon dont les politiques publiques permettent de transformer les conditions matérielles d'existence de façon à ce que vous puissiez à la fois vivre mieux et devenir plus écolo. Eh bien, il se trouve que ça ne fonctionne pas parce que là, il y a une extrême complexité et qu'encore une fois, les choses ont été faites d'une manière telle que ça ne correspond pas au quotidien des personnes, y compris lorsqu'il faut qu'elles renseignent les informations, etc. Donc, il y a un problème de praticabilité, si je puis dire, dans la façon dont les choses se font. C'est à la fois microéconomique et macroéconomique. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que ça veut dire que, d'une certaine manière, je ne suis pas une adepte de la théorie du complot, mais en tout cas, imaginer quelque chose qui soit praticable pour tout le monde, et notamment pour les classes populaires, ça n'existe pas aujourd'hui sur les questions écologiques. Et à l'échelle européenne, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit, dans les dernières élections européennes et dans les élections législatives françaises, une montée, au fond, d'un parti, le Rassemblement national, qui a un discours ouvertement climato-sceptique, en fait, qui dit, grosso modo, on essaye de punir les classes populaires, qui, d'ailleurs, gagnent des voix, du coup, du côté des agriculteurs, qui gagnent des voix du côté des classes populaires, par une opposition entre justice sociale et justice climatique. Et ce qui est important, c'est que, je disais, en 2018, il y avait la possibilité d'une convergence, mais la convergence, elle ne se produira pas miraculeusement. Elle se produira si on a des gouvernements qui mènent des politiques publiques qui descendent dans la réalité ou qui se font par la réalité. On pourrait dire ça aussi. Et donc là, moi, je voudrais quand même signaler le grand danger dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que opposer inégalité sociale et
et questions climatiques, c'est évidemment aller contre les intérêts des classes populaires. Ça peut être aussi aller contre notre puissance. Mais sauf que ce discours, il prend. Que quand il y a des inondations dans le Dunkerquois, dans le Pas-de-Calais, le fait que les canaux ne sont pas curés parce que les écologistes protègent les grenouilles, cette espèce de fake news, elle marche. Et donc là, il y a quelque chose de la responsabilité politique sur le fait de tenir un discours différent de la part des politiques, mais de le tenir aussi au plus près de ceux qui doivent l'entendre. Il ne suffit pas d'aller tenir un discours global sur le grand récit écologique. Moi, je pense que le sujet, c'est plutôt, encore une fois, la singularité, la multiplicité des récits. Et Fabien parlait d'imaginaire, certainement, mais il faut trouver un moyen que ce mot d'imaginaire parle à tout le monde. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un problème ou une question d'échelle, l'échelle d'intervention. Léa, si on rentre dans un exemple très concret, toi, dans ton champ d'intervention et un des niveaux de l'échelle qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, on a parlé des individus, des consommateurs, des entreprises, mais en tant qu'acteurs qui injectent de l'argent pour mettre en place des programmes écologiques, des actions écologiques, des soutiens à des collectifs, à des œuvres. Il y a la question des métiers. Puisque là, il y a vraiment, on vit la transition. Fabien disait tout à l'heure que le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui des 30 Glorieuses. On a un monde où des métiers vont disparaître, d'autres où ils vont changer profondément de nature. Et c'est un aussi des leviers d'action. Oui, c'est un de levier d'action. Là, il y a deux points quand même, parce que il y a le niveau explicatif pertinent au niveau du métier, on peut considérer que c'est l'individu, et donc dans certains cas, ça va être le cas. Si vous avez envie de faire quelque chose à partir de là où vous travaillez, et c'est évidemment pas possible pour tout le monde, puisque les niveaux de responsabilité à l'intérieur des entreprises ou des pouvoirs publics sont très différents selon l'endroit stratégique où vous vous trouvez. Donc la conclusion, c'est que si vous êtes CSP+, c'est facile d'agir. Si vous l'êtes moins, c'est plus difficile dans votre quotidien professionnel. Mais en fait, le niveau explicatif pertinent pour la question des emplois, et non pas des métiers, ça va être encore une fois les pouvoirs publics, les politiques publiques qui vont être mises en œuvre pour coordonner précisément cette chute d'un certain nombre d'emplois et l'augmentation qui va découler notamment par, on l'espère ou on l'attend peut-être, la réindustrialisation écologique éventuelle, mais en tout cas, il y a un gap qui va se créer et sur lequel il va falloir effectivement travailler. Donc il y a deux questions. Il y a la reformation d'un certain nombre de travailleurs qui aujourd'hui vont très concrètement perdre leur travail et pour lesquels il n'y a pas de plan de reformation qui soit aujourd'hui formulé, alors qu'on sait que c'est en train d'arriver, que ça va arriver, que ça va être localisé dans des endroits qui ont déjà économiquement, en général, bien souffert de la désindustrialisation, alors même qu'il y a des possibilités de créer quelque chose qui ne ressemblerait pas évidemment à une planification de l'emploi, parce qu'on n'est pas dans des conditions économiques et politiques pour parler de planification réelle, mais en tout cas une gestion prévisionnelle des emplois qui va être absolument nécessaire. Et donc ça, c'est vraiment au niveau des emplois, la manière dont on gère ces disparitions, ces réapparitions, et le gap entre les deux, parce que là, on parle quand même de gens qui vont se retrouver très concrètement dans la merde. Voilà. Et puis, à côté, il y a la question, effectivement, des métiers, c'est-à-dire comment est-ce que j'agis à mon niveau si j'en ai envie, tout en gardant en tête que c'est quand même une question d'organisation et de fonctionnement organisationnel plutôt qu'une pure question individuelle. Mais là, il y a cette question d'interstice que je mentionnais auparavant et dans laquelle il y a un espace pour certains acteurs pour faire avancer des causes au sein de leur entreprise, de leur organisation, quelle qu'elle soit, de leur université, pour ceux qui sont étudiants, tout en gardant en tête que ça reste des petites briques qui doivent être accumulées progressivement pour réussir à aller quelque part. Et donc là, la discussion qu'on a, il y a aussi un point, je pense qu'on peut peut-être éclaircir, c'est que tu parlais tout à l'heure de politique. Le mot politique aujourd'hui est utilisé dans le débat public pour désigner la politique partisane. C'est deux choses assez fondamentalement différentes. Il y a quand même la politique vie de la cité. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une institution politique qui discute de l'avenir de nos sociétés, de la manière dont on pourrait intervenir pour les transformer. Et puis, il y a la politique partisane. Donc il y a, je pense, un intérêt aussi, notamment quand, parce que là on discute entre initiés, quoi. Voilà, on dit, les gens qui vont écouter ce podcast, c'est des gens qui s'intéressent déjà à la question. Je pense qu'il y a un intérêt à bien différencier le fait qu'on puisse avoir des agissements politiques au quotidien sans qu'ils soient pour autant partisans. Parce que la défiance vis-à-vis des élites dont parlait Lucile à juste titre au début de l'émission, elle se porte beaucoup sur cette partie partisane du débat public. En fait, au quotidien, on a des gens
un peu partout, qui sont évidemment impliqués de manière politique dans la vie autour d'eux. Pas à travers des associations, à travers les liens qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont faire. Voilà. La politique, c'est quand même une belle idée, initialement. Et je pense qu'il faut qu'on le garde en tête pour ces questions de transition écologique. Je voulais réagir pour peut-être... tout à l'heure, Fabien disait qu'au fond, les enjeux de nature, la place qui gère la nature dans l'histoire a été posée de longue date. Et je remarquais que dans notre discussion, qui est effectivement une discussion politique, on a du mal, au fond, à ne pas parler seulement de la société, mais sans y inclure justement la nature. Et je voulais dire une chose, parce que comme je m'intéresse pas mal au langage et aux questions romanesques, je voulais dire qu'il y a aussi, de plus en plus, me semble-t-il, dans ces courants activistes ou dans la manière de penser la question politique autour de l'écologie, il y a toute une discussion sur comment est-ce qu'on donne de nouveau cette place à la nature. C'est-à-dire que dans cette désensibilisation à la nature qui avait été évoquée par Fabien, il y a aujourd'hui une interrogation que nous avons et qui a été d'ailleurs très relancée au moment de la pandémie sur comment est-ce qu'on retrouve quelque chose que nous avons perdu autour de cette question de la nature. Et ça, c'est peut-être aussi une des questions les plus centrales sur le plan politique. C'est pas seulement la transition, combien ça coûte, etc. Il y a, je sais pas si je veux dire, mais il y a une transformation culturelle vraiment à effectuer. Et c'est d'autant plus compliqué qu'en même temps, on est confronté à cette disparition, en fait, à cette extinction de la nature, et qu'on a du mal à faire le lien entre deux registres sur les questions écologiques, la question climatique, comme on dit, et la question de la biodiversité, qui relève davantage la question de l'extinction donc, de la biodiversité. Et donc, dans la manière de penser cette question politique, il y a aujourd'hui à faire le lien entre deux mondes, au fond, encore assez culturellement éloignés, parce que sur les questions climatiques, il y a toujours cette manière de dire on a des enjeux financiers, on a des enjeux de calendrier, on a des enjeux de décliner de façon assez technocratique parfois la manière de faire, les objectifs, l'État, c'est la planification écologique, etc. Et puis de l'autre côté, on a un éloge du sauvage, du désordre, de la façon dont on ne connaît pas la nature. Pour le coup, on a des enjeux de savoir qui nous échappent encore assez largement. Donc c'est des enjeux de savoir différents. Et il y a tout un dialogue transdisciplinaire, comme on dit, ou interdisciplinaire en matière de recherche qui est en train de s'élaborer entre sciences humaines, sciences du vivant, si je puis dire, sciences de la nature. Et à côté de ça, comment est-ce qu'on traite la question citoyenne ? Donc ça fait une manière de penser la politique, de penser le débat politique, qui n'a évidemment rien à voir avec la question partisane, mais qui réarrime la question des savoirs et de la complexité à l'enjeu politique, alors que notre manière de vivre la politique, c'est la simplification à outrance et des slogans et des éléments de langage. Donc vous voyez bien que là, il y a un nouveau monde politique qu'il va falloir penser. Et je voulais vraiment qu'on aborde cette question de la nature et comment est-ce qu'on y réintègre des êtres qui n'ont pas le même langage que nous, qui ont d'autres langages, et qu'on arrive à penser cette question politique dans le cadre de ce podcast, qui j'espère ne sera pas que pour les initiés. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire qu'on a une vision de la politique qui est la politique de la police au sens de Jacques Rancière, où on va classer, ranger, trier, classique dans la représentation. Et dans ce que vous êtes en train de dire, j'ai le sentiment que politiser la nature, c'est-à-dire donner une forme de citoyenneté finalement aux êtres de la nature, en leur rendant la parole et trouver des voies pour qu'ils soient dotés d'une personnalité, d'une parole, d'une conscience, d'une intention. Alors, il y a plein de formes d'élaboration, c'est assez compliqué aujourd'hui, c'est extrêmement stimulant. Fabien, en termes de recherche, vous voyez comment ce segment-là ? Alors, à la fois, je trouve ça intéressant. C'était par exemple la proposition de Bruno Latour d'un parlement des non-humains. D'un autre côté, moi, je vais vous prendre un peu à rebrousse-poil parce que très bien. je suis assez inquiet, en fait, du succès que connaît dans le mouvement écologiste toutes les théories sur le grand partage, le fait qu'il faut dépasser le grand partage entre nature et société, revenir à des formes de cosmologie que Philippe Descola avait décrites, animistes, chamanisme, etc. Je pense que c'est très dépolitisant, c'est très peu crédible d'un point de vue politique.
C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire une loi qui repousse à 15 mètres les émissions de pesticides, mais on s'imagine sortir de notre cosmologie naturaliste, celle qui fonde l'Occident depuis 2000 ans. Ça me paraît... Alors, ça permet d'écrire des choses assez belles et poétiques, de décrire sa traque des loups dans les montagnes françaises, mais je pense que politiquement, c'est particulièrement inefficient. À mon avis, c'est très inefficient si on va dans cette direction seulement. Et en plus, moi, ce qui est intéressant, en tant que j'enseigne un peu, il y a, disons, 15 ans, quand toutes les copies d'étudiants se terminaient par si on a une crise écologique, c'est parce que Descartes a dit comme maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, ça se termine par si on a la crise écologique, c'est parce qu'on a fait le grand partage entre humains et non humains. Et donc, c'est devenu la tarte à la crème, j'ai envie de dire. Et je le dis clairement, ça ne veut rien dire, en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec Fabien sur le fait que ça ne signifie aucun renoncement et même, il faut être à l'attaque en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut être à l'attaque sur le front législatif, etc. Mais en revanche, ce qui est assez passionnant, c'est que mieux connaître, disons, la nature, parce que le vivant, c'est quand même une expression aussi que je trouve un peu floue. Mieux connaître la relation de domination que nous avons à la nature, enquêter, ce que fait par exemple France Nature Environnement en développant des sciences citoyennes, ça c'est assez fondamental parce que ça réarticule justement le savoir et la prise de conscience politique. Et ça oblige aussi à reconnaître la complexité de ce que nous sommes en train de détruire. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais évidemment, il n'y a aucun renoncement et même ça doit renforcer la force, le sentiment qu'on a en soi que ce qui se passe est profondément injuste. Il y a des philosophes comme Virginie Maris qui disent très justement qu'il n'y a pas d'équilibre et d'harmonie avec la nature. Il y a une domination de la nature et donc vous avez toute une discussion autour de la protection de la nature sur le fait qu'il faut renoncer à aller dans certaines zones, par exemple, lorsqu'il y a des espèces extrêmement menacées, décider qu'on n'y va plus, se protéger la nature des humains. Lorsque les agriculteurs, pas tous les agriculteurs, mais lorsque la FNSEA a des éléments de langage pour nous expliquer qu'ils travaillent toute la journée au contact du vivant, il y a de la désinformation massive. Donc il faut aussi, en termes politiques, apprendre à décrypter ces éléments de langage et d'une certaine manière lutter contre ce discours très envahissant qui fait qu'aujourd'hui, toute personne qui veut expliquer qu'elle est dans le vent commence par un petit couplet écolo et ensuite nous endort. Où on réalise la force des combats à mener. Je me rappelle de cette campagne qui avait été menée par l'ADEME. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était présenté comme étant un dévendeur, qui essayait de nous convaincre de moins consommer. Il y a eu immédiatement une réaction au sommet de Bruno Le Maire pour nous dire qu'il était contre cette campagne et que ça n'avait pas été discuté avec lui. Écoutez, je trouve ça quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ça illustre de nouveau la façon dont l'État, ou en tout cas la chose publique, aujourd'hui, a peut-être, 15 manières de se représenter, qu'il y en a 14 qui sont anti-écolos et une qui est écologiste. Sur cette question de la nature, je pense qu'il y a quelque chose aussi à penser l'écologie, la transformation écologique comme un rapport à l'autre aussi. Parce que on en revient un petit peu à ces deux formes de perception de l'écologie. L'écologie comme une bulle, c'est-à-dire l'écologie comme rapport à la nature, simplement aux vers, aux arbres, aux animaux, et puis qui paraît aussi réductrice, en fait, par rapport aux enjeux dont on parle aujourd'hui. Et puis l'écologie comme un rapport à l'autre, c'est-à-dire comme une question transversale, fondamentalement, de l'organisation de nos sociétés, de la manière dont on interagit les uns avec les autres, qui va être fondamentalement, cette relation à l'autre, forgée par notre environnement matériel à la fin de la journée. Et donc, il y a aussi ce besoin, je pense, de prendre un peu de recul et de se rendre compte que notre relation à la nature et notre relation aux autres est fondamentalement forgée par des structures sociales qui empêchent d'avoir du temps, l'approfondissement d'un certain nombre de relations, le rapprochement aussi d'un certain nombre de circuits. Je pense aux circuits alimentaires, parce que tu le mentionnes, Lucille, mais ça marche aussi pour beaucoup d'autres. Il y a cette question de comment est-ce qu'on fait société, qui paraît extrêmement floue comme ça, mais qui en fait a des implications extrêmement concrètes et réelles sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Comment on interagit ? J'ai presque envie de dire, il y a la question de l'autre, il y a la question de l'autre en nous, c'est-à-dire vraiment la part de nature qui est en nous, à laquelle il est fait violence à la fois par ce que Hartmut Rosa appelle l'accélération de la vie sociale, l'accélération des techniques,
qui semble incompatible avec le temps et le pas de côté qu'on doit exercer pour réfléchir sur ce temps long, le temps d'urgence et le temps long, le temps médiatique et le temps de la réflexion. Et ça, j'aimerais vous demander à chacun, dans vos positions respectives, comment vous appréhendez justement ce pas de côté, cette réflexion sur le temps long. Je vais commencer par vous, Lucille. J'ai réorganisé ma vie professionnelle pour avoir du temps, en fait. C'est-à-dire que je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas s'engager sur les questions écologiques sans réfléchir à ce qu'on veut faire dans sa vie à long terme. Ça concerne évidemment ceux qui sont jeunes, qui entrent dans la vie active. Ça concerne aussi chacun d'entre nous en termes de bifurcation. Ce terme qui est très à la mode, il dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que se dire je vais prendre du temps pour, au fond, acquérir des savoirs, je pense que c'est un point essentiel. On est tous des autodidactes, on doit être tous des autodidactes par rapport aux enjeux écologiques, parce que c'est pas l'éducation, ce truc sur l'éducation et la formation, c'est important, je suis d'accord avec Léa, mais d'une certaine manière, c'est aussi un éveil au monde permanent. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut que chacun se dise, je peux pas être coude au corps, en fait. Alors, ça pose des questions en termes d'organisation matérielle et de projet collectif. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai eu le choix, j'ai pu faire le choix d'une réorganisation qui implique évidemment des renoncements. Je tiens à le dire, lorsqu'on est aujourd'hui engagé sur les questions écologiques, je pense que ça implique de relativiser l'importance de l'argent quand on peut le faire, et j'ai l'impression d'être totalement CSP+, en disant ça. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait organiser une société où cette possibilité de faire un choix où on prend du temps, soit pour tout le monde. Je voudrais insister là-dessus, je sais pas, au fond. Et je voulais dire une chose, c'est que dans la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu une proposition qui n'a pas été votée par les conventionnels, qui était la réduction du temps de travail. Parce que, pour en avoir discuté avec certains, ils ont eu l'impression que c'était une proposition tellement utopiste dans le monde dans lequel on est, que ça n'aurait pas fait sérieux. Je pense que c'est très important, parce que ça signifie bien qu'on est dans un moment, c'est pas seulement de l'accélération, mais il y a aussi quelque chose qui pèse sur nous, qui est au fond, qui nous empêche d'être écologistes, parce que récupérer du temps, c'est aussi ça, par exemple, la discussion sur le revenu universel d'existence, etc. Ce qu'on dit des personnes, il y a eu des expérimentations en France qui ont été faites par les Verts là-dessus, c'est qu'elles avaient récupéré du temps pour réfléchir, pour lire, tout simplement pour se promener. Donc, cette récupération du temps, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que je souhaiterais qu'elle soit organisée pour le grand nombre et pas pour moi. Et sans le temps, effectivement, on est dans des imaginaires pauvres qu'on n'a pas le temps de nourrir. La lecture, c'est quelque chose qui nous alimente pour les jours, c'est pas des rapports, hein, c'est pas des données chiffrées. Fabien ? Oui, moi je voudrais parler du service public de recherche, parce que j'appartiens au CNRS qui me donne 100% de mon temps pour faire de la recherche. Et a été la condition indispensable pour écrire le livre Les Révoltes du ciel, parce que c'est un livre qu'on a mis 7 ans à écrire, qui utilise des sources qu'on est allé chercher dans 7 pays, en 3 langues. Et ça, on ne peut pas le faire si on démantèle le CNRS, si on fait une recherche publique court-termiste ou si on travaille à l'échelle de 3 ans. Ça veut dire que ces formes, l'argent public qui vient des impôts et des taxes et qui salarie les chercheurs du CNRS, eh bien, ça a un sens politique au sens où ça permet d'inscrire dans le temps des programmes de recherche. Et tu parlais tout à l'heure de la production des savoirs. Évidemment que les statuts, par exemple, des chercheurs, le nombre de chercheurs, leur capacité à faire de la recherche, c'est un choix éminemment politique parce que ça oriente ce qu'on va savoir ou pas savoir de la nature. Si on veut connaître sur le temps long l'évolution des écosystèmes, si on veut faire des sciences sociales s'intéressant aux transitions écologiques, par exemple, il faut qu'il y ait une recherche publique indépendante des pouvoirs financiers et de la demande politique directe. Et ça, c'est un choix politique qui fait partie en fait des conditions, je pense, de la transition écologique ou des évolutions écologiques. Et donc, bon, j'ai peut-être l'impression un peu de plaider pour ma paroisse, mais... Une belle paroisse, ouais. Mais c'est plutôt de dire que le CNRS a été créé par des savants qui défendaient une certaine idée de la démocratie sociale, de la laïcité, des gens, des Dreyfusards, juste avant la Seconde Guerre mondiale, pour aussi débloquer la production de savoir qui était un peu enquistée dans les universités. Et le CNRS doit continuer, je pense, à jouer ce rôle. Et s'il joue bien ce rôle, eh bien, c'est positif
pour les enjeux écologiques, parce que le CNRS et d'autres instituts, l'INSERM, etc., donnent du temps à des gens pour réfléchir sur le long terme sur des problématiques environnementales. Et ça, c'est pas vrai dans tous les pays, je peux vous le garantir. Et toi, Léa ? Déjà, je rejoins ce qui a été dit, notamment en tant qu'apprentie chercheuse qui voit que le monde de la recherche est quand même en mauvais état et qu'il paupérise en fait un certain nombre notamment de jeunes chercheurs, ce qui est un petit peu emmerdant quand on veut avoir une recherche qui aide à éclairer à la fois le passé et le futur, et les possibles futurs. Il y a un point sur lequel t'es venu, sur lequel je voulais revenir, qui était en fait avoir le temps de penser le temps long, c'est un privilège en fait. C'est quelque chose aujourd'hui qui est réservé à une petite minorité et par ailleurs dont un certain nombre de CSP+, essaient de s'extraire en ayant des charges de travail de plus en plus importantes, parce que c'est valorisé socialement aussi d'avoir des grosses charges de travail, notamment dans le monde partisan, mais pas que. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose de fondamental de se rappeler quand on a du temps pour penser le temps long, que les autres, une grande partie des autres ne le peuvent pas. Et donc de garder en tête systématiquement dans les actions qu'on va mettre en place que sociologiquement, et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont dans des contingences matérielles qui ne leur permettent pas de réfléchir à plus que parfois la journée, la semaine, le mois, l'année, quand ils ont de la chance parfois. Et donc que c'est absolument à prendre en compte et que, en tant que... moi je fais de la sociologie politique, donc dans ma thèse, il y a cet impératif, je pense, pour les militants écolos et par ailleurs pour tous les gens qui ont une sensibilité écologiste, à penser l'écologie et la transformation écologique pour les gens qui ne peuvent pas réfléchir à plus que le moi. Et donc ça c'est ce que j'appelle dans le bouquin l'écologie par défaut, mais j'ai rien inventé, c'est de se dire qu'il faut que l'écologie, et c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, arrête d'être une abnégation, que la chose, quand on a un choix à faire, que le choix le plus simple, le plus économique, celui qui prend le moins de temps, celui qui est le plus valorisé socialement, ce soit le choix écologique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, quand on prend une décision écolo, on se rajoute des charges. Donc, dans le temps long, il y a cette question fondamentale de se dire il faut installer dans le temps long des mécanismes pour qu'on n'ait pas besoin précisément de penser au temps long. Il y a dans les gens que je rencontre qui ont des responsabilités, donc on serait dans les CSP++, je note quelque chose qui me semble assez nouveau par rapport à cette question du temps et par rapport à la responsabilité. C'est ils avouent assez ouvertement qu'ils n'ont plus le temps de lire, que c'est pas un problème pour eux finalement de le dire. Sachant qu'ils partent d'un acquis qui est souvent des très belles études, un très beau parcours, et cet acquis-là n'est plus valorisé, alors même le terme valorisé devrait être enlevé, mais enrichi, augmenté, embelli, et il y a une décomplexion à le dire aujourd'hui qui nous inscrit dans un imaginaire pauvre. Et j'ai l'impression, Lucile, que dans votre réflexion et votre parcours intellectuel, dans votre carrière, il y a d'abord eu une réflexion en se disant on va travailler avec les responsables politiques parce que vous connaissez bien les rouages institutionnels, administratifs. Puis vous avez dit on va se déplacer vers le débat public. Et enfin, vous avez dit ça ne suffit pas. Il faut créer quelque chose qui soit de l'ordre de la nuance, de l'ambiguïté, de la subtilité. Et seul le roman nous le permet. C'est le prix de roman écologique qui a été créé en 2017. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais lu en 2016 le livre de Baptiste Morisot, Les diplomates, qui en fait dit comment est-ce qu'on peut mieux interagir avec les loups. À l'époque, c'était pas une rockstar et ça m'avait frappé parce que ce qui m'avait marqué dans le livre, c'était pas tellement sa théorie, c'était plutôt les anecdotes. Et notamment les anecdotes sur les loups à Yellowstone, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ça me marque à ce point ? Je pense que ce serait bien de s'intéresser au romanesque écologique. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, y compris des personnes engagées sur les questions écologiques, m'ont dit qu'il n'y avait pas de romanesque écologique à la française, si je puis dire, parce que c'est un prix qui est sur les romans de langue française, francophone, et que avec donc quelques amis, des écrivains que j'ai connus à cette époque-là et qui se sont dit c'est super, on va le faire. On a mené une quête en fait, on a enquêté sur qu'est-ce qu'on pourrait appeler des romans d'écologie. Et donc cette année-là. Donc en 2018, on a remis la première fois le prix à une romancière qui s'appelle Emmanuelle Pagano pour un roman qui s'appelle Sauf Riverain. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle m'avait dit, mais moi, l'écologie, ça m'intimide en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment d'avoir fait un roman de paysage parce que ça raconte donc comment les politiques publiques hydrauliques françaises dans les années 50-60, en fait, ont
en créant des grands barrages, en créant de l'énergie verte, en noyer aussi les mémoires paysannes, les mémoires rurales, etc. Et donc c'est assez passionnant sur la façon dont, au nom d'un objectif qu'on pourrait qualifier d'écologique, de politique publique, on peut en noyer une relation à la nature ou une relation à soi. Et donc c'était assez incroyable aussi de voir que roman d'écologie, moi je comprenais intuitivement qu'est-ce que c'était un roman d'écologie, et en fait pas vraiment les romanciers à l'époque. Et ce qui est frappant aujourd'hui, puisqu'on est en 2025, c'est qu'au contraire c'est devenu une espèce de truc qu'il faut dire, vous savez, pour être dans le vent. On a écrit un roman d'écologie, c'est dans les 4e de couverture. Mais je crois qu'on ne sait pas davantage, au fond, il faut lire le roman pour comprendre, en fait, en quoi littérature et écologie peuvent s'intriquer. Et chaque année, dans le jury dans lequel il y a la moitié d'étudiants, on a une discussion sur est-ce que ça, c'est un roman d'écologie ? Et en fait, ce qu'on a mis, on a écrit un petit manifeste, on a dit qu'il fallait que les enjeux écologiques au sens large occupent une part substantielle de l'intrigue. Et donc, une discussion, mais ça, c'est parce qu'on est un pays quand même, on discute beaucoup trop des catégories. On a une discussion sur qu'est-ce que c'est que la part substantielle de l'intrigue. Et en fait, ce qui est important, c'est que la subjectivité est là en permanence, et puis on peut s'engueuler, etc. Mais du coup, dans le romanesque, il y a une représentation de nos ambivalences, il y a des personnages qui sont des personnages surprenants, et il y a une représentation par rapport à ce que disait Léa, au fond, le fait il est possible que tout un chacun soit écologiste. C'est ça qui est important dans ce romanesque. C'est de belles histoires, mais tout un chacun peut être écologiste. Ou en tout cas ressentir ce que l'écologie apporte aujourd'hui ou ce qu'elle crée comme conflictualité. Dans chaque roman, il y a une possibilité d'être. Il y a une possibilité d'être. Tout à chacun a la possibilité d'être écologiste. Je pense que ça fera un très bon mot de conclusion à ce nouvel épisode de Mismatch qui a pris le temps de durer. C'est le principe même de ce concept. Je vous remercie pour la qualité de votre attention et de votre écoute et de vos réponses. On se retrouve dans une deuxième partie de Mismatch pour discuter de la conscience sensible à l'écologie avec Pauline Lida, chorégraphe. Et nous sommes de retour dans Mismatch pour la deuxième partie, le face-à-face, avec Pauline Lida, chorégraphe, directrice artistique et cofondatrice du collectif de danse Minuit 12. Alors Pauline était en régie pendant la première partie, a pu écouter les échanges. Je trouve que notre conclusion finalement nous a amené naturellement à notre échange, puisque on a parlé de prendre le temps pour réfléchir, s'inscrire dans le temps long. Prendre le temps, c'est aussi de prendre le temps de redécouvrir un corps sensible, un corps qui réagit, qui interagit avec son environnement. Oui, c'est ça. Nous, en fait, avec le collectif et avec Minuit 12, on s'inscrit vraiment dans cette notion de recréer un lien sensible. Et pour créer un lien sensible, il faut prendre le temps, faire une petite pause, et que ça soit devant une création sur scène, un court-métrage, il y a plein de formes de création différentes. Ça implique en fait de prendre le temps pour que ce lien puisse se renouer. Et c'est pas des choses qui sont possible en quelques secondes. Enfin, c'est vraiment une sorte de construction qui s'installe, création après création, moment de réflexion après moment de réflexion, et ça met vraiment dans un temps qui est un peu hors de son rythme quotidien. Et tu parlais de court-métrage, tu parlais peut-être de performance aussi. Il y a une façon d'inscrire son corps de différentes manières, de le médiatiser de façon différente. C'est quoi les modalités d'intervention du collectif ? Alors nous, on est un collectif donc artistique et activiste, donc on va agir de façon assez distincte. La première, ça va être de créer des pièces qui vont être créées pour la scène, donc on va créer des spectacles qui vont être joués et représentés dans des lieux culturels, des lieux de représentation. Et ensuite, il va y avoir aussi cette idée de pouvoir passer par les réseaux sociaux, YouTube, Internet. Et donc, il y a des pièces spécifiques qui vont être créées intégralement pour être filmées, parce qu'on ne va pas créer de la même manière quand c'est pour la scène ou quand c'est pour un enregistrement. Donc, on va en fait aussi pas mal jouer avec les réseaux sociaux, parce qu'on sait que la danse est extrêmement partagée. Quand tu parles des vidéos que tu fais pour YouTube ou pour les réseaux sociaux, tu parles de créer des images dansées. Et oui, même dans le ça. cadrage, c'est pas la même chose. Quand tu es sur une scène, il faut penser l'ensemble, la scénographie. Il y a un tout. Le regard peut se porter de n'importe où. Mais pour le spectateur qui regarde sur YouTube, il faut lui indiquer où regarder, quoi.
En fait, d'une certaine façon, on va travailler sur ce regard-là parce que quand on regarde une pièce, le regard peut aller partout. On peut saisir des détails, on peut saisir des expressions, des mouvements. Mais quand en fait on va filmer, ce regard va plus ou moins être orienté par le mouvement de la caméra. Donc on ne va pas créer de la même façon parce que sinon l'émotion ne passerait pas également de la même façon. Quand on a des captations de spectacle, l'idée c'est de faire un plan fixe et de capter une représentation. On va avoir l'essence du spectacle, mais l'émotion ne sera jamais la même que sur scène. Donc quand on travaille pour que ça soit filmé, que ça soit un court-métrage qui va être diffusé ensuite, l'idée c'est de créer une émotion propre qui n'est pas une copie de ce qui pourrait se faire en live, mais qui est spécifiquement fait pour cette voie de transmission-là. Et comment ça se passe, le processus de création? Je crois que vous êtes 3, donc il y a un travail d'élaboration commune des spectacles. Je pense que c'est le point central du collectif et ça donne même le nom de collectif, c'est qu'on est 3, donc avec Jade Verda, Justine Sen et moi-même. Et c'est vraiment un processus de création à 3 têtes. Donc le débat est extrêmement présent parce que le but, c'est de réussir à créer des images qui en fait portent nos idées à toutes les 3, mais pourront en fait porter les idées d'autres personnes, de spectateurs, de personnes qui vont venir visionner aussi les vidéos. Quand on fait quelque chose, parfois avec juste ses propres idées en tête, il y a des chances que ça puisse toucher qu'un type de public particulier. Et nous, en fait, par la danse, ça a été un petit peu notre premier point d'intention toutes les 3, c'est que quand on parlait de climat, d'écologie, on trouvait parfois des spectacles par-ci par-là qui pouvaient être des très belles créations, mais qui parfois étaient des créations ponctuelles de compagnie ou, par leur composition, aller s'adresser à un type de public. Je m'explique, quand on parle de danse contemporaine, c'est souvent en fait des corps qui sont quand même assez proches. On va avoir des corps assez fins, majoritairement des corps blancs aussi. Et quand en fait on a ce genre de corps sur scène, on va aussi pouvoir s'adresser à un type de public particulier. Parce que quand on parle de danse, il y a cet enjeu en fait de représentation, pouvoir se reconnaître dans ce corps dansant. Et pour nous, c'était vraiment essentiel dans nos créations. Donc déjà, le fait que ça passe par nos 3 têtes, qu'ensuite, en travaillant avec d'autres interprètes, le travail s'en trouve changé, tournebulé, augmenté, on arrive vraiment sur quelque chose de... un objet qu'on trouve intéressant et qui pourra ensuite rencontrer des publics qui seront eux-mêmes très divers et très intéressants aussi. Oui, parce qu'en fait, vous avez un peu un rôle d'acteur frontière, vous passez les frontières, vous allez toucher des personnes très différentes. Alors ça peut être à la fois des spectateurs classiques de spectacles dansés, ça peut être aussi des militants, puisque vous êtes sollicités par des activistes, par des causes écologiques qui vous utilisent d'une certaine façon, qui utilisent vos corps pour transmettre des messages. Vous avez un panel d'action et de rayonnement qui est très grand. En fait, ça, c'est la deuxième jambe du collectif, c'est notre aspect collectif activiste. Et c'est plus qu'une utilisation, en fait, d'autres activistes de nos corps, c'est plus, en fait, une réflexion de notre part de comment réussir à insuffler, en fait, un souffle... Artistique. Comment réussir à insuffler un souffle artistique qui va permettre, en fait, aussi d'augmenter les publics touchés et de pouvoir aussi sortir des questions de certains milieux. Parce qu'on va avoir des questions qui vont être très présentes dans certains milieux déjà informés, déjà militants. Mais l'idée, c'est de pouvoir extirper ces sujets de certaines bulles pour pouvoir aller toucher un plus large cercle. Parce que... Vous traduisez d'une certaine façon une parole experte par des spectacles. C'est ça. En fait, on va avoir un travail aussi de médiation, mais nous-mêmes un travail de recherche aussi, parce qu'on fait de la recherche-création à l'intérieur du collectif. Donc, ça va être créer des récits qui vont pouvoir en fait épauler les activistes dans leur lutte personnelle et nous aussi en fait à partir de nos recherches, de nos réflexions, de nos lectures, pouvoir traduire parfois des chiffres, des données et des choses qui peuvent sembler un peu arides en un imaginaire et en une création qui elle est vivante et émotionnelle. Et je trouve que alors là, c'est pour la deuxième jambe du collectif. Pour la première, c'est-à-dire vos spectacles au long cours que vous réfléchissez des mois, voire des années en amont, il y a bien sûr la thématique à chaque fois écologique. Vous prenez des thèmes qui sont associés aux sujets environnementaux et vous les traduisez par des pièces. Ça a été, je crois que vous avez commencé par l'eau. Oui, c'est ça. Et en fait, on pourrait se dire que c'est notre direction artistique, que c'était vraiment notre but depuis le début. Et en fait, pas du tout. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on crée sur les sujets qui nous touchent, on crée sur les sujets qui nous parlent. Et l'eau s'est imposée comme premier spectacle. Moi, ma famille vient de Normandie, du bord de la mer. Mon grand-père est agriculteur.
il y a un rapport en fait à tous ces éléments qui nous entourent, qui ont fait que quand je me suis penchée sur l'écriture du premier spectacle et quand j'ai écrit Écume, c'était vraiment une sorte de réflexion à ce qui me touche, l'océan, la mer me parle, et je me suis tout de suite entourée de Jade et Justine qui ont permis en fait de créer ce projet et de lui donner la forme qu'il a aujourd'hui. Et ensuite, on va travailler aussi avec d'autres artistes, dont Inès Ramdan, qui est compositrice Arabic Flower Music, qui ensuite traduit ça en musique. Donc il va y avoir toute une création qui va se faire autour d'un sujet. Et ensuite, c'est en se posant et en réfléchissant ensemble qu'on s'est rendu compte que toutes nos créations gravitaient autour de ces thèmes. Il y a Jade qui fait également de la philosophie et qui s'inspire énormément de Donna Haraway, et on se retrouve dans des notions de tissage. Comment est-ce qu'on peut réussir à tisser, mêler, créer des liens? Et en fait, d'une certaine façon, toutes nos créations se sont installées autour de ces thématiques-là, et on s'est rendu compte que c'était les sujets qui nous parlaient et qui donnaient aussi l'identité de notre collectif. Ouais, on en parlait en préparation, mais dans une des performances que vous avez créées entre lacs, qui a été donnée sur la place du Châtelet dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festival de la Place, il y avait vraiment la question de la connexion au réseau végétal, des racines souterraines, comment on tisse du lien avec la nature, comment on tisse du lien social, puisque dans les performances, vous associez aussi des bénévoles, vous faites entrer les gens dans la création. Oui, en fait, on a nos créations qui sont intégralement avec des danseurs et danseuses professionnels. Et ensuite, chaque année, on essaie d'organiser plusieurs grosses performances participatives où là, en fait, on va proposer à différentes personnes qui ont envie en fait, de s'engager par leur corps, de venir danser avec nous, de venir militer autrement, de venir participer à nos créations et à vraiment les faire émerger, parce que nous, on va les créer à 3 dans un studio, mais ensuite, ces créations vont être interprétées par une centaine de personnes et elles vont vraiment exister grâce à la force de ces 100 personnes qui convergent et se rassemblent. Et ce qui est intéressant, c'est que le Festival de la Place, qui est organisé par le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet, s'organise en extérieur sur cette place du Châtelet qui est pile au milieu entre les deux théâtres. Et il y a cette idée en fait de créer à chaque fois des scénographies qui sont légères, avec une emprise très légère aussi, parce que nous, notre but, c'est toujours de tout éco-concevoir, de pouvoir réutiliser les scénographies. Et donc là, on a travaillé sur cette idée de lien, de racines, de réseau végétal qui se tisse et qui se transmet aussi des informations en utilisant nos corps et du tissu. Et en fait, d'une certaine façon, réinventer cette place pour qu'elle crée une sorte de bulle d'ailleurs au milieu de la ville. Alors là, c'était sur la place du Châtelet. Vous intervenez aussi dans des musées. Vous êtes intervenu j'allais dire au musée de l'Orangerie, mais c'est au musée d'Orsay dans le cadre d'une carte blanche. Et c'était un spectacle, une représentation qui a eu lieu pendant la nuit, qui réfléchit sur la question du patrimoine, de la conservation, puisqu'un musée est un lieu de conservation, mais la conservation muséale et la conservation de notre environnement. Et c'est intéressant quand on peut faire rebondir ces sujets de conservation et ramener des arbres et recréer des arbres au milieu de statues qui, elles, semblent inanimées. Et en même temps, se dire, quand on est dans cet écrin et ce musée si important pour le patrimoine français, se dire, en fait, le patrimoine qu'on a aussi à protéger, ce sont nos forêts, ce sont ces arbres qu'on va venir abattre, et de pouvoir faire des résonances avec des luttes actuelles, parce que à ce moment-là, le musée avait une exposition sur justement l'école de Barbizon. Donc nous, on s'inspire de beaucoup de choses très différentes. Donc ça va des Miyazaki et principalement de Nausicaa de la Vallée du Vent à Georges Sand et l'école de Barbizon. Et ce qui est intéressant, c'est de dire aussi au public, tout le monde est d'accord ici pour célébrer des luttes passées, donc défendre la forêt de Fontainebleau, mais il y a des forêts en ce moment en France qui sont menacées. Et grâce à une fondation qui s'appelle Greenland Foundation, on a été mis en lien avec un collectif qui s'appelle Jusant Vivant et qui se battait depuis près d'1 an pour protéger sa forêt qui a été menacée de destruction. Et ce qui était génial, c'est que cette pièce qui a été faite pour le musée d'Orsay, on l'a ensuite emmenée au milieu de la forêt et on a travaillé avec le collectif sur place, les militants, les acteurs locaux qui se mobilisaient contre le projet depuis un moment maintenant. C'était c'était pour les 1 an, je crois. Oui, en fait, on a créé ensemble une grosse mobilisation pour les 1 an, nous en ramenant en fait les interprètes d'Orsay, mais en créant aussi toute une introduction à la pièce avec des bénévoles et des militants. La plus jeune avait 7 ans, la plus âgée, je crois 87 ans, quelque chose comme ça. Et c'est plein d'habitants qui se mobilisent pour protéger leur forêt et qui sont venus danser avec nous. Le collectif sur place a fait un travail phénoménal parce qu'il y avait un monde qui n'était pas attendu. Enfin, c'était vraiment... la forêt était remplie. On a dû faire 2 représentations pour limiter le piétinement, protéger la forêt. L'événement était organisé aux abords de la forêt et il y a eu des représentants
politiques, des médias, et le maire a dû prendre l'engagement de modifier le PLU pour justement protéger cette forêt et se dire que d'une certaine façon, l'art peut donner un coup de projecteur à des luttes qui sont vitales et nécessaires. Pour nous, c'est la plus belle des réalisations et en faire partie, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, il a dû prendre un arrêté municipal. Il y a la question que finalement la danse peut produire de la suspension des habitudes, suspension des réflexes d'urgence. On va regarder quelque chose qu'on ne voyait pas autrement. Et même dans vos luttes dans l'espace public, alors je pense à une action que vous aviez menée devant le siège de Total pour l'oléoduc qui est en Afrique de l'Est. C'était ce qu'on appelait le HACOP, qui était le plus grand oléoduc qui devait traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Vous vous êtes associé aux militants par votre action et vous avez remarqué à la fois chez les policiers et chez les militants une sorte de suspension et une transformation du regard. En fait, que ça soit cette fois-ci devant le siège de Total ou une autre fois où on est venu danser au blocage de l'AG de Total. Ah oui, c'est deux événements différents. C'est deux événements différents, mais qui au final font appel aux mêmes sensations et à cette même idée de bulle. Il y a une sorte en fait d'arrêt du temps. En fait, il y a une pause qui se crée parce que même si lors du blocage, par exemple, de l'AG, les policiers étaient venus pour déloger les manifestants, qui eux étaient non violents, étaient attachés les uns aux autres et étaient juste assis pour empêcher la venue de participants à cet AG, on a en fait des policiers qui ne savent pas trop quoi faire parce que la danse, d'une certaine façon, crée une sorte d'arrêt et ramène une beauté dans un moment où peut-être certains ne la voient pas. Et donc, les policiers ne vont pas charger à ce moment-là, ils s'arrêtent, ils sont comme suspendus. Et de l'autre côté, ça donne aussi de l'énergie aux militants parce que nous, on sait qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude. Nous, on est là pour militer d'une autre façon. Il existe 1001 façons de militer. Mais si on peut être là aussi pour insuffler de l'énergie, de la joie et du soutien à des militants qui parfois sont assez désabusés quand ils se rendent compte qu'ils sont seuls, isolés, ou que leurs actes sont criminalisés alors qu'eux se battent pour un futur viable pour tous, c'est quand même aussi une aide qu'on peut apporter à ces militants-là. J'aime beaucoup cette idée d'arrêt du temps. C'est quelque chose de difficile à obtenir dans une société où les sollicitations sont partout, tout le temps. Arriver à produire cet arrêt, c'est assez magique. Oui, et en plus, d'une certaine façon, quand on rentre dans un théâtre, par exemple, pour voir une représentation, c'est un peu un des seuls moments où on demande au public « éteignez vos portables, s'il vous plaît, mettez-les dans votre poche ». Et si on ne fait pas cette annonce-là, tout le monde a toujours ses portables à la main, est toujours connecté d'une certaine façon à son quotidien, ses choses à faire, les messages auxquels on doit répondre. Et quand on va voir, c'est la même chose aussi avec un film au cinéma, quand on va voir un film, quand on va voir une représentation, c'est un moment où ça demande une sorte d'attention totale. Et c'est cette attention qui passe par le regard, mais aussi par l'écoute. Il y a différents sens qui s'activent en fonction de ce qu'on ressent. Et c'est dans ce genre de moment qu'on va pouvoir en fait être plus perméable à différentes idées. Et je dis pas qu'on va réussir à indoctriner des gens, mais peut-être qu'à la sortie, on va juste se poser des questions. Il y a ça qui m'a intrigué, il y a ça qui m'a touché, il y a ce petit détail qui m'a parlé. Et c'est dans ces moments d'arrêt-là qu'il peut vraiment émerger. Là, il y a le plaisir qu'on peut avoir, j'imagine, à se produire sur une scène où justement les gens viennent, on est plongé dans le noir, les téléphones sont coupés. Il y a aussi, j'imagine, un plaisir spécifique à se produire dans la rue. Et l'attention qu'on a est différente, forcément. Il y a des passants, il y a la circulation. Complètement, parce que dans la rue, il y a pas ce cadre qui va pousser justement à se mettre en arrêt. Il va falloir, en fait, nous, d'une certaine façon, le créer et l'installer. Et dans la rue, ça surprend aussi. Et on organise la Magma, qui est une grande manifestation pour le climat et la justice sociale. On a organisé 2 éditions pour le moment. Et c'est la première fois, en fait, que art et climat se rassemblaient dans une grande manifestation urbaine parce que c'est une sorte de déambulation dans les rues de Paris. Et à chaque arrêt, il y a des performances artistiques différentes. Donc on fait une programmation avec des artistes qui sont engagés ou non, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir rassembler des artistes sur ces thématiques-là et pouvoir faire gonfler ce mouvement qui lie art et climat. Et quand on déambule dans les rues de Paris, il y a des personnes qui sont au courant et qui veulent participer à cet événement, et d'autres, en fait, qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas prévu d'être là. Mais ça fait tellement une sorte d'irruption de l'art dans leur quotidien
et d'une façon assez surprenante, parce que la surprise joue aussi son rôle dans cet événement-là, que peu à peu, en fait, le cortège grossit. Ouais. Parce que énormément de personnes, en fait, rejoignent, entendent la musique, c'est ponctué de discours qui parlent justement de climat, de justice sociale et de pourquoi on fait ça. Et en fait, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont rejoindre le cortège jusqu'à arriver... on a fini au niveau de l'hôtel de ville l'année dernière et vraiment, on regardait le cortège et on voyait la rue de Rivoli et on ne voyait pas la fin du cortège. Et cette idée de se dire que des gens nous rejoignent ce mouvement, et savent en fait que c'est militant parce que c'est répété, on explique pourquoi est-ce qu'on fait ça. Nous, ça nous donne envie de continuer et de poursuivre parce qu'on est vraiment dans cette démarche de réinventer l'esthétique militante. Il y a cette idée un peu ancienne d'un manifestant pour le climat ou l'écologie, c'est un manifestant qui va être blanc, plutôt CSC+, peut-être qu'il aura une pancarte avec une otarie ou un phoque dessiné dessus et il est tout seul et c'est complètement déconnecté de nos sujets quotidiens. Et ça, c'est vraiment la caricature plus, mais c'est l'idée que de nombreuses personnes ont encore. Et nous, l'idée, ça va être vraiment de se dire, c'est pas ça en fait militer. Il y a 1000 façons de militer. C'est un mouvement qui peut être joyeux, coloré, qui peut aussi rassembler nos peines, mais en faire quelque chose qui est un moteur pour avancer ensemble. C'est différentes couleurs de peau, c'est différentes origines, c'est différentes tranches d'âge. Et nous, c'est vraiment un point central quand on fait nos performances participatives, c'est qu'on veut que ça puisse refléter la population, que ça puisse refléter notre futur commun et pas juste une frange de la population. Et ces événements qui se font dans la rue et en déambulation, c'est une façon de rassembler des populations encore plus diverses. Et là, pour le moment, on l'a fait dans Paris par confort, parce que c'est là où on est basé. Et on sait très bien qu'en faisant cet événement à Paris, on a aussi des Parisiens, des gens qui sont du coin. Mais l'idée, ça va être aussi de pouvoir délocaliser les magmas, parce que ça s'appelle la magma, pour justement pouvoir le faire dans d'autres lieux, dans d'autres villes ou villages, pour pouvoir s'adresser à des publics encore plus larges. Quel sens ça a pour toi l'idée du collectif par rapport à l'artiste créateur seul dans sa chambre? Ça peut sembler cliché, mais je pense vraiment que sans le collectif, tous les projets qu'on a fait avec Mini12 n'existeraient pas. Enfin, Jade, de son côté, fait de très belles choses. Justine fait aussi des choses super. Moi, j'estime peut-être faire des choses intéressantes par-ci, par-là, mais aucune de nos créations n'a de force et n'a la même force que quand on est ensemble. Parce que c'est cette idée, en fait, de pouvoir toucher des gens. Et peut-être qu'on va faire des choses individuellement qui vont être très belles ou très intéressantes, mais on va pas avoir aussi cet enrichissement, ce contradictoire et cette capacité à aller, en fait, toucher des publics qui ne nous ressemblent pas. Et en fait, en travaillant avec des artistes qu'on estime, mais qui n'ont pas le même avis sur tout et qui n'ont pas la même patte, parce qu'à l'intérieur du collectif, on est aussi très complémentaires. Parce que moi, je suis aussi photographe, j'ai des plasticiennes, on a des scénographes, on a des compositeurs. On sait en fait qu'on n'est pas expert sur tous les sujets et qu'en fait, on doit faire appel à d'autres pour que le projet puisse naître et émerger. Et maintenant, on se rend compte que même quand on veut lancer des projets personnels, en fait, on va lancer une idée et on va se dire, je vais appeler telle personne, je vais m'entourer de telle personne, je veux l'avis d'un tel. Et en fait, c'est vraiment cette agrégation qui permet de faire des projets qui ensuite vont nous rendre fiers collectivement. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans la première partie parce qu'on n'a pas eu le temps, mais il y a tout ce qui est la culture du compromis, c'est-à-dire de faire se rencontrer des points de vue différents. On a l'impression que concrètement, un collectif, c'est d'arriver à articuler des gens qui viennent d'univers très différents, très singuliers, des expertises, des chercheurs, des artistes de champs disciplinaires différents, et arriver à concevoir quelque chose. Et on en revient peut-être à l'idée qu'avait Fabien, c'est transformer un coût en puissance, quoi. Une contrainte, au départ, on en fabrique une puissance, c'est quelque chose qui sublime l'action individuelle. C'est toute une cité, en fait, qui se rassemble. On a des avis contradictoires, on a des compromis qui, parfois, sont pas faciles à gérer. Et justement, je ne vais pas faire comme si créer collectivement, c'était facile et une joie au quotidien. Il y a des moments où il y a des vrais désaccords, mais c'est de ces désaccords et ces points de crispation que vont naître des choses qui sont intéressantes aussi. Et en même temps, quand on danse et quand on travaille avec son corps, c'est éminemment politique. Et donc, le débat est nécessaire. Et nécessaire pour justement se questionner sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que créer en tant que femme danseuse et chorégraphe qui utilise son corps pour justement faire naître ses projets. Tout est politique, surtout quand on parle des sujets de justice sociale, de climat, et qu'on va les triturer dans tous les sens. Et je pense qu'on ne se poserait peut-être pas les bonnes questions si on n'était que seul face à sa création. Alors, il y a la justice sociale, il y a la question de la diversité sociale, il y a la question du climat qu'on a abordé aussi.
Il y a une autre question qui était dans la première partie, qui était plus sous forme de questions posées par les uns et les autres, c'est comment on travaille avec la nature, comment on travaille avec le vivant, comment on arrive à dialoguer et faire parler la nature. J'ai l'impression que la danse, ça peut être une réponse. Je sais que tu as travaillé sur le chant des baleines, qui n'emploie pas des mots, qui n'emploie pas une parole humaine. Pourtant, on sait qu'il y a une vraie grammaire. Et tout le boulot du danseur, c'est finalement trouver des formes de langage commun. Oui, en fait, la création de langage, je pense, quand on travaille sur le mouvement, est centrale. Et quand je travaille sur les sons des baleines, il y a vraiment cette idée de écouter en fait ce qui peut sembler n'être que des bruits pour certaines personnes, mais en fait écouter des sons en se disant j'écoute un chant, j'écoute des sons, j'écoute un langage en fait dont je n'ai pas les clés, que je ne peux pas comprendre avec mes propres mots et en plaquant une grammaire humaine sur un chant qui n'en relève pas du tout, et passer par le mouvement, passer par les sensations, c'est en fait ouvrir la porte à un ailleurs et d'une certaine façon à une connexion qui est plus forte. Quand on va parler de lien à la nature, lien avec son environnement, on va essayer en fait de... On est humain, donc c'est pas possible de se défaire de tout ce qui fait qu'on est nous. Mais c'est cette idée de créer en fait une sorte d'autre langage qui va faire appel à nos sens et qui va permettre en fait une connexion en passant par des sentiments ou des émotions que soit nous on va ressentir en dansant, soit qui vont être créés chez les spectateurs et qui ne vont pas forcément réussir à expliquer parce que ça passe par autre chose. Donc par exemple, Jade est de Marseille, on va venir danser dans les collines à Marseille, essayer de se fondre avec l'environnement, jouer avec les aspérités de la roche. Il va y avoir toujours un lien qui se fait soit avec les cadres dans lesquels on danse, soit avec le sujet sur lequel on crée. Et quand on travaille avec des scientifiques, et ça c'est notre grand projet de cette année et que j'avais amorcé moi en travaillant justement sur les chants des baleines, essayer en fait de travailler avec des scientifiques qui consacrent leur vie à justement des sujets liés à la nature ou à la biodiversité, et se dire comment est-ce qu'on peut essayer de créer une autre voie en partant de leurs écrits, de leurs recherches, qui va pouvoir, elle, cette voie, toucher des publics qui ne seraient pas du tout allés lire des rapports scientifiques ou qui pourraient rester très perméables à ces recherches qui, à chaque fois, sont essentielles, mais parfois restent dans des cercles qui sont très fermés. Et nous, cette idée, c'est comment est-ce qu'on peut justement ouvrir ce cercle et créer une voie qui va permettre, en fait, de raconter leurs histoires. Et cette année, on travaille avec des scientifiques comme David Mouillot pour un court-métrage qui va sortir dans pas longtemps sur les aires marines protégées parce que c'est son domaine de prédilection, ou Olivier Adam sur les chants des baleines. Et ça va être vraiment partir de leurs recherches, partir de leurs mots, de leurs termes, et essayer de créer une autre voie en ne passant pas par les mots, en passant par des sons, des ressentis, des images, des figures corporelles qui vont en fait essayer de reprendre l'essence de leur travail et pouvoir le transmettre à d'autres. Pauline, pour conclure, j'ai envie de te poser une question. Tu verras si tu es capable d'y répondre ou pas. J'aimerais savoir quel est l'élément dans lequel tu te sens le plus à l'aise et le plus naturel. On a beaucoup parlé, mais moi, ça va vraiment être l'eau. Moi, tout ce qui touche à je m'en doutais un peu. En fait, ce qui est magique quand on est proche de l'eau, de la mer ou de l'océan, c'est que tellement d'éléments se conjuguent parce qu'on va avoir aussi bien le son des vagues qui s'installent, qui créent une rythmique. On va avoir leur mouvement quand on les regarde en fonction du vent, le vent qui va venir se conjuguer à cet environnement et créer justement un espace un peu ailleurs où on a l'impression qu'on est transporté. Quand on est face à l'eau, on est peut-être à un endroit en France, mais on pourrait être à l'autre bout du monde, on ne sait plus trop où on est. On a aussi ces odeurs qui sont les odeurs qui sont proches, qui deviennent très proches de nous. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est un cadre magique pour créer parce que c'est plein d'inspiration. Et c'est une source d'inspiration pour les militants aussi, parce qu'on connaît la phrase, le propos de Bruce Lee, tu sais, sur il faut devenir l'eau, il faut devenir liquide pour pouvoir s'infiltrer partout, pour être insaisissable. Ça avait été utilisé par les manifestants à Taïwan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'eau, c'est aussi faire le lien et la connexion entre toutes les causes. Eh bien, mea culpa, si je ne disais pas de bêtises, j'ai dit une bêtise, il faut corriger, il ne s'agit pas de Taïwan, mais de Hong Kong et des révoltes de 2019. Voilà, erreur réparée. Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode de Mismatch consacré à l'écologie à l'épreuve du plafond vert. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.